à tous, je me présente, je m'appelle Virginie Eonian, je suis blogueuse, le blog African Links depuis 2011 maintenant, et aussi entrepreneur avec la No Box, qui est une box dédiée aux différentes cultures noires. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de modérer la 9e session des Adama Art Salon, donc cette fois-ci qui est en français, une première pour la plateforme Adama, avec les artistes donc Hilary Balou, Delphine Diallo, Kuka Dati et Evan Sembugua. Donc, pour présenter brièvement Adama, Adama c'est un acronyme pour African Diaspora Art Museum of Atlanta. Bien que ce soit une institution virtuelle aujourd'hui, elle a vocation à devenir un espace physique, donc à Atlanta aux États-Unis. Fondée sur l'initiative de l'artiste Fa Mupeku, elle a pour objectif de fédérer les artistes de la diaspora et ce à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, à travers la discussion, donc on a des artistes qui sont basés à Paris, à Kinshasa ou encore à New York. Donc je vais commencer à présenter les artistes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc nous avons l'artiste Hilary Balou. Hilary Balou, vous êtes basé à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Vous êtes diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et bien que votre pratique soit multidisciplinaire, vous abordez aussi bien la peinture, la sculpture ou encore la sculpture sur bois. Les sujets que vous traitez à travers votre travail sont la transformation de la société congolaise et aussi une interrogation sur la condition humaine, ce qui guide vraiment votre travail. Votre projet Voyage vers Mars a été exposé dernièrement à la Fondation Montresson, donc à Marrakech, au Maroc. Je vais passer à la seconde artiste qui est avec nous aujourd'hui, donc Delphine Diallo. Vous vivez et vous travaillez à New York. Vous êtes diplômée de l'Académie Charpentier à Paris. Votre travail a été visible dans de nombreuses expositions, donc aux États-Unis, notamment avec la première édition de No Commission en 2016, mais aussi avec l'édition de No Commission à Berlin en 2017, ou encore durant les rencontres d'Arles en 2018. Étant d'origine franco-sénégalaise, vous avez mené un travail sur votre histoire personnelle et vous avez réalisé différents portraits, donc des membres de votre famille qui habitaient à Saint-Louis. Et l'un des piliers, je dirais, de votre démarche, c'est aussi, et ce qui vous anime aussi, c'est la perception de la femme noire. Donc, comment changer cette perception aujourd'hui? Le troisième artiste qui est avec nous aujourd'hui, c'est Kuka Dati. Donc, vous vivez et travaillez à Paris. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts d'Avignon, donc dans le sud de la France. Le graffiti, la peinture, mais aussi la musique avec le rap sont vos médias. Étant d'origine franco-congolaise, vos thématiques sont l'identité et la quête de soi. Et vous humanisez d'une certaine manière l'espace public avec vos guerriers bantous, dont vous avez commencé la série en 2008. Les rues de Vitry-sur-Seine, de Saint-Ouen, de Paris aussi, présentent vos guerriers bantous grandeur nature. Et que vous avez érigé au rang d'icône, si je puis dire. Donc, peut-être que dans quelques instants, vous pourrez revenir sur votre démarche et les derniers projets sur lesquels vous travaillez, notamment votre publication ou encore votre collaboration avec l'Hôtel Renaissance à Paris. Enfin, le dernier artiste qui est avec nous aujourd'hui, Evan Sembugua. Vous vivez et travaillez à Paris. Vous êtes originaire de Nairobi, donc au Kenya. Diplômé des Beaux-Arts de Pau et de design graphique, vous avez travaillé pendant près de 10 ans en agence de publicité. Et en 2013, vous vous lancez dans la création artistique à travers des motifs qui habillent d'une certaine manière vos différents portraits, des portraits de personnes que vous connaissez, de personnes qui sont reconnues dans le monde entier. Vous abordez la question du métissage culturel et questionnez aussi l'identité. Donc, peut-être dans quelques instants également, vous pourrez dépeindre votre technique qui flirte
d'une certaine manière avec le graphisme et revenir aussi sur votre collaboration de 2018 avec la maison de joaillerie Chaumet. Okay. Great. Donc, c'est vrai que chacun des artistes, le dénominateur commun, c'est la question de l'identité qui est au cœur de vos démarches artistiques et aussi bien à travers ces différents médias qui est le graffiti, la peinture, la photographie ou encore le graphisme. Vous proposez de nouvelles narratives sur cette identité, je mets des guillemets, africaine, une identité noire qui est révélée sur la scène artistique internationale. Et pour commencer, un peu par rapport au contexte actuel, je vais vous poser la question à tous et vous répondrez à chacun votre tour. Comment avez-vous vécu cette période de crise sanitaire? Quel impact elle a eu sur votre démarche, sur vos projets en cours? Peut-être honneur aux dames et on va commencer avec Delphine. Salut tout le monde, enchantée de faire votre connaissance. Je vais parler en français alors que je suis française. Je suis née à Paris, mais ça fait 10 ans que je ne parle plus trop français. Donc, ça me fait plaisir de revenir à la langue de base. Quand je dis de base, je rigole aussi. Hein. Et, donc, oui, je suis à New York. C'est très chaud. Tous les jours, je me lève et là, waouh, quoi. Faut vraiment avoir déjà en tête l'idée d'une dynamique de guerrier, mais on va dire depuis 2 mois à New York, donc c'est intense. Moi, je suis basée à Brooklyn, Bushwick, donc je suis dans un quartier totalement rempli d'artistes, de studios, etc. Donc, c'est pas comme à Manhattan où les gens sont déprimés et qu'il ne se passe plus rien et que les gens... On est vraiment dans un quartier d'artistes ici et les artistes... les artistes, on crée toujours, peu importe. Et donc, on trouve encore beaucoup plus de foi, de motivation, de détermination, de consistance, de focus, on va dire, pour ne pas être distrait du tout par une société qui veut te distraire et qui veut vraiment tuer la foi, tuer le mental. Tu vois, là, vraiment, pour moi, c'est une guerre mentale. Ils veulent vraiment qu'on devienne fou parce que c'est des psychopathes tous, tu vois. Donc, il y a vraiment je pense pas que je dois parler juste du coronavirus ou de ce qui se passe en ce moment. C'est un état mondial de changement de perception, comme tu l'as dit. Moi, mon travail, il est sur la femme noire, mais plus sur le corps de la femme noire et sa place dans l'histoire, parce que j'en fais partie. Et j'ai vécu avec ce manque de perception de mon image, qui est un reflet de l'exotisme sans arrêt, de ce rappel de cet objet sexuel. Et donc, si on regroupe tout ça et ce qui se passe aujourd'hui en ce moment, on va dire dans l'histoire, le noir, la femme noire, mais aussi, il n'y a pas que ça. Voilà, on a vraiment fait on est vraiment témoin de la folie de gens qui veulent nous contrôler. Et ça va, et dans les hôpitaux, et ça va dans la police, et ça va dans l'État, ça va dans la politique, ça va dans tout ce qu'ils ont instauré. Et pour moi, ces moments de virus ou de révolution, de manifestation, c'est parce qu'ils veulent vraiment, ils poussent le peuple à faire ça. Pour moi, ils l'ont créé. Et le peuple, il doit complètement changer sa conscience et agir en formant une nouvelle société. Il doit avoir un plan. Donc, ce qu'on vit à New York, on vit avec une société et des jeunes qui veulent changer les choses et qui veulent se renseigner pour les changer. Voilà. C'est à peu près ça l'ambiance qu'il y a en ce moment. Et ce n'est pas du tout négatif. Il y a énormément d'amour. Et c'est en ça qu'on peut changer les choses. Ça veut dire dans la découverte de la vérité, et elle est jamais trop belle.
on arrive à surpasser tout ça et à faire en sorte de se dire, bon, bah, ça va prendre 1 an, 6 mois. Ça va pas juste être la galère, ça va être un réveil de conscience. Donc, c'est la beauté de ce qui se passe, on va dire. Ça veut dire ce réveil de conscience, il arrive tous les jours à une vitesse extraordinaire. Ils veulent faire partager au monde la violence, mais la beauté de l'amour et du réveil de la conscience, elle est vraiment, il faut vraiment qu'elle dépasse en fait cette violence. Donc on a vraiment un combat, on va dire du bien et du mal, qui se passe aujourd'hui, et on peut vraiment le voir dans le monde entier en même temps. Donc c'est pour ça que c'est exceptionnel comme moment d'histoire, et c'est beau que les gens, tout le monde en parle, que ce soit les gamins, que ce soit les blancs, les noirs, les jeunes, tout le monde doit en parler, et tout le monde surtout doit refuser de perdre sa liberté. Voilà, c'est à peu près ça, je pense que ça ressemble. D'accord. Bah, merci beaucoup Delphine, en tout cas pour ce premier témoignage. Et est-ce que Hilary est avec nous? Hilary, elle est partie. Ah, Hilary n'est pas là. Donc du coup, Evans, tu es là? Oui, 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 je suis là. Oui. Donc bah, toi, artiste basé à Paris, comment tu vis cette période de confinement? Enfin, qui s'est terminée officiellement, mais qui... Oui, 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 ça s'est terminé officiellement. Ça se termine demain, ou ça se terminait hier. Bon, on ne sait pas trop. Bon, il y a des parcs qui sont ouverts depuis ce week-end, et je pense que normalement, à partir de mardi, c'est la reprise administrative. Mais juste pour en revenir sur ce que c'était le confinement, en tout cas pour moi. Donc, en fait, je préparais d'aller travailler une petite série de travail que je voulais présenter à Dakar pendant la biennale qui devait commencer, je pense, c'est la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Et j'avais prévu de prendre une série de petites œuvres que je voulais aller travailler un petit peu en Espagne. Et en fait, juste 2 jours avant notre départ, il y a eu donc le confinement qui a été déclaré. On ne pouvait plus partir. Alors, pourquoi je voulais partir? J'avoue, c'était fin d'hiver. Enfin, il faisait encore froid. Et j'avais juste l'envie. J'aurais aimé être au Kenya, mais et j'avais l'occasion de pouvoir y aller en Espagne. Et donc, les premières semaines, du coup, on se retrouve coincé. On ne peut plus partir à Paris. Et il y a toutes ces informations qui nous noient du jour au lendemain de contamination, de décès. En fait, il faut juste que je dise au même temps que le confinement est déclaré, on est en train de regarder quels sont les symptômes de coronavirus. Et on tousse, il y a la gorge qui est un peu, on ne respire pas bien, on a mal à la tête, etc. Et en fait, mon épouse avait des symptômes. Donc, nous, on s'est bien calmé assez tôt, en tout cas pour la population générale française. Il y avait encore des vernissages, et en fait, aux dernières minutes, on n'est plus allé. Et donc, en fait, s'installe une espèce d'angoisse, une espèce de peur par toutes les informations qui tournaient. Et au fur et à mesure que des jours passent, au bout d'un moment, en fait, moi personnellement, j'étais vraiment, j'en pouvais plus en fait recevoir en pleine figure toutes les informations qui arrivaient de l'Espagne, de l'Italie, de la France. J'avais vraiment donc aussi cette angoisse de ne pas pouvoir voyager, voir ma famille au Kenya. Donc, du jour au lendemain, en fait, on comprend qu'on n'est plus dans le même système. Mais en fait, après, c'est comment surmonter ça. Et heureusement que j'avais en fait ce travail que j'étais en train de faire. Et comme quoi, en fait, parfois, on peut dire que l'art est aussi un moyen de thérapie.
parce qu'en fait, ça m'a aidé à regarder le travail que j'étais en train de faire d'une façon un petit peu différente. Mais en fait, ce travail que j'étais en train de préparer, je vais rejoindre Delphine, était basé, moi qui travaille en fait souvent sur un côté très optimiste, un côté très, enfin, j'ai un regard assez optimiste de l'être humain, mais ça fait quand même, enfin, je dis toujours que de regarder le monde d'une façon optimiste, c'est pas, ça ne veut pas dire nier au même temps ce qui ne va pas en fait. Et ce travail-là, je voulais vraiment, de ma manière, porter un regard sur des choses que depuis plusieurs années continuent en fait à me travailler psychologiquement. Et ça veut dire cette société qui est vraiment gérée par un petit groupe. Cette société qui est dopée, en fait. Il y a ce qu'on nous dit et la réalité de ce qui se passe. L'injustice qui est présentée d'une telle façon par les politiciens, mais qui n'est pas vraiment la réalité de mon quotidien. L'injustice. Enfin, en ce moment, donc aux États-Unis, il y a ce mouvement suite à la violence policière. Et vraiment, cette violence policière, on le voit depuis, enfin, on le constate tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, ce travail-là était vraiment un regard sur cette hypocrisie-là des politiciens envers les gens qui votent pour ces personnes-là. Et en fait, moi, mon côté que je voulais travailler, c'était vraiment comment est-ce qu'on... En fait, notre façon de voir notre vie et en fait, on est aussi quelque part responsable de ces politiciens sur lesquels nous votons pour. Et en fait, il y a un vrai changement qui a besoin de commencer. Et mon travail optimiste, en fait, c'est de dire le changement commence déjà par chaque individu, moi, vous, hein, ma sœur, mon frère, ma famille, mes amis. Et en fait, c'est un travail individuel. Et ce travail-là que j'étais en train de préparer pendant le confinement était basé sur ce regard-là individuel, cette responsabilité que nous devons reprendre aujourd'hui pour pouvoir avoir un vrai changement, même au niveau de comment notre quotidien est géré, organisé par la politique. La politique, en fait, pour moi, c'est une base qu'il faut vraiment qu'on puisse revoir. Bon, je pense que je pourrais parler pendant 1 heure là-dessous, mais c'était vraiment un moment sur lequel même le travail que j'étais en train de faire a eu un impact suite à ce qui était en train de se passer, etc. Enfin, il y a un côté environnemental qui est la conséquence de ce que nous faisons et pourquoi, en fait, finalement, on a un virus qui est propagé partout, mais c'est en fait notre propre action à chacun. Moi, vouloir aller travailler en Espagne juste pour mon petit plaisir, ben, ça en fait partie, en fait, de ces questions de l'empreinte carbone que nous parlons. Mais est-ce que, finalement, en fait, c'est le virus qui m'arrête, qui me fait m'asseoir et qui me fait réfléchir sur un détail comme ça. D'accord. Bah, merci beaucoup, Evans. Je vais poser la même question à Kouka. Donc, comment cette période assez inédite a eu une influence sur votre travail et sur tous vos projets qui étaient prévus, quoi. Bonjour à tous. Moi, je suis un peu comme Evans, je suis de nature très positive à la base, euh, parfois peut-être naïve. Mais bon, quoi qu'il en soit, je n'avais pas tellement vu le truc arriver. Et surtout, pour moi, le confinement, ça n'avait pas trop d'impact parce que je pense que pour tous les artistes, le confinement, c'est un quotidien en fait.
c'est-à-dire qu'on est tous confinés dans notre atelier, dans notre bulle, dans ce mouvement créatif. Et sur ce point-là, je pense que ça a pas changé grand-chose. L'artiste, c'est un créateur, justement, et c'est en ça qu'il se différencie du simple consommateur pour qui, je pense, tout s'est arrêté. Plus possibilité de sortir, d'aller faire du shopping, d'aller à la salle de sport. Bon, moi, la plupart des artistes que je connaisse, leur sport, leur shopping, leur méditation, tout se passe dans leur atelier et on est capable de passer des heures sans s'ennuyer. Donc, bon, ça, il n'y a pas eu un énorme changement. Après, pareil, en fait, à l'heure qu'il est, je devrais être à Dakar aussi pour la Biennale. Donc, ça, c'était un peu un coup dur, effectivement. Voilà, beaucoup de projets qui s'annulent, de projets d'exposition, etc. Mais encore une fois, pour voir les choses du côté plus positif, ça a été vraiment une respiration et puis un appel à se poser, à réfléchir vraiment à ce qui se passait. Et donc, voilà, je pourrais citer les choses très positives qu'on a vues, c'est tout simplement la prise de conscience collective, l'élan de solidarité aussi entre les gens qu'on a pu apercevoir. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut garder en mémoire. Et, même si on est d'humeur positive, etc., on garde aussi quand même en mémoire une certaine colère. Et moi, j'ai beaucoup de colère aussi envers les médias et envers la politique française, parce que pendant 2 mois, ça a été tout simplement insupportable. En fait, on a un gouvernement et puis un système médiatique qui a complètement axé tout son discours sur la peur. Chaque jour, voire chaque heure, en fait, on nous bassinait comme ça, on nous répétait le nombre de morts comme si toutes les heures, il y avait une nouvelle bombe atomique qui était tombée. Et ça, je pense que c'est quelque chose de terrible qui va à l'encontre même de la créativité et puis tout simplement de la vie, en fait, comme c'est un auteur qui disait ça, je ne sais plus quoi, mais je ne sais plus qui, pardon, mais voilà, quand la vie même, et quand on vit, on risque de mourir, en fait, chaque jour. Donc, bon, jouer sur la peur au quotidien, je pense que c'était vraiment une manière d'enfermer les gens, de les pousser à les renfermer. On a vu même des systèmes de délation. Enfin bon, je vais pas refaire l'histoire. Mais je pense que voilà, on a vraiment un gouvernement et puis des médias qui ont vraiment infantilisé la population. Et ça m'a mis très, très en colère. Je trouve ça très, très grave du point de vue de la liberté. Voilà. Je pense qu'effectivement, le changement se fera déjà individuellement. Je pense que voilà, pour avoir un monde meilleur, déjà, il faut commencer par être meilleur soi-même. Et comme disait Evans aussi, je pense qu'on a souvent les dirigeants qu'on mérite. Et voilà, quand on est face à une société qui nous infantilise totalement et qui nous enferme comme si on était des enfants punis, voilà, je pense que c'est contrôlé, mais en tout cas, ça nous aide pas, ça nous aide pas à avancer. Désolé pour les cris d'enfants. Il n'y a pas de problème. Bah, merci beaucoup. Je vois qu'Hilary est connectée. Bonjour Hilary. Est-ce que tu es avec nous de Kinshasa? Allô, allô? Hilary, est-ce que tu es là? C'est notre bien. Ah, top. Oui, Tu es là? oui. Ah, bah Vous top, on m'entendez t'entend. pas? Si, c'est bon, on t'entend. Donc, est-ce que tu voulais rebondir un petit peu sur comment s'est passé ton confinement, donc cette fois-ci du côté de Kinshasa?
Euh, allô, vous m'entendez là? Oui, on t'entend, oui. La connexion déconne ici. Allô, allô? Tu peux Oui, parler, Hilary? maladie, donc c'est vraiment instable. Si je peux répondre à votre question, si je peux répondre. Oui, allô, vous m'entendez là? C'est bon, on t'entend. On a quelques soucis avec la connexion d'Hilary. Donc, on va continuer et dès qu'Hilary a une meilleure connexion, il nous rejoindra à nouveau durant la discussion. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a cette actualité de crise sanitaire, mais... Ah. Allô, allô? Hilary? D'accord, donc on va continuer et Hilary nous rejoindra un petit Allô? peu. Ah, super! C'est important que tu lui dises Ouais. de couper son son parce que là, ça ne marche pas, quoi. Donc, on va pas 5 minutes que monsieur se trouve. Je vais lui... Allô? Si l'équipe... Allô? Est-ce que ça fonctionne à Kinshasa, Allô? de ton côté? Allô? Alors, Hilary, je vais juste te proposer de vraiment voir au niveau de ta connexion et de nous rejoindre, de nous mettre un petit message dès que c'est OK. On va continuer. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à toute cette actualité donc, de crise sanitaire, il y a eu aussi des violences, donc des violences policières. Et je voulais aussi avoir un peu votre avis sur les news internationales, notamment du côté des États-Unis. Et est-ce que vous pensez que l'art et la culture et l'histoire aussi peuvent être une ressource face à toute cette violence ambiante aujourd'hui? Delphine, c'est vrai que tu es au cœur, aux États-Unis, tu es vraiment au cœur de toute cette violence, si je puis dire. Est-ce que tu veux répondre en premier? Donc, c'est quoi l'art, c'est ça? Tu as dit si l'art et la culture C'est sont... ça. Est-ce que l'art, la culture, l'histoire peuvent être une ressource face à toute cette violence? c'est là vraiment qu'on se rend compte que l'art et la culture sont essentiels et nécessaires. Un travail énorme pas juste d'information, mais d'histoire à travers l'art et la culture sont très, très importants aujourd'hui. Énormément de gens passent leur temps au jour d'aujourd'hui à apprendre de nouvelles connaissances. Et l'art et la culture au jour d'aujourd'hui doivent changer impérativement parce qu'ils ont montré leurs limitations dans le support d'une culture qui est en fait raciste. Donc, c'est flagrant. Les musées, les centres culturels, tout ce qui sont les aides avec 80%, 85% de support pour les hommes blancs artistes et le reste, même pas, je parle même pas de la femme noire, parce que je crois que c'est en dessous de 5%. On a une culture qui n'est pas égale, injuste. On a un système qui n'est pas égal et injuste. Et donc, l'art et la culture, et comme l'avait dit Kuka, ce qui était intéressant, c'est que les gens consomment. La culture de la consommation n'est pas une culture. Ça te pousse en dehors de ce que en fait te rend plus fort en tant qu'individu, être humain, d'apprendre à être civilisé, d'apprendre à être un citoyen et d'accepter les autres. Donc ça, c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, je suis contente vraiment de me dire que je suis une artiste
J'ai pas besoin de me remettre en question par rapport à ça. C'est en fait une confiance énorme que j'ai dans l'art en général, que ce soit dans les moments difficiles comme celui-là qui arrive à Paris, à New York et partout dans le monde. Les artistes, les vrais artistes, se doivent, et je le dis se doivent, d'instruire sur des valeurs qui ont été perdues, de gens qui ont besoin de personnes qui ont des valeurs, surtout aujourd'hui. Donc, on a besoin d'artistes qui ont des principes moraux, qui s'élèvent pour dire ce qu'ils pensent avec une voix et leurs rêves et leur utopie, leur imagination et leur optimisme, cher Evans. Et donc, toute cette dynamique que l'artiste a aujourd'hui, elle va prendre sa vraie position dans l'art et la culture d'une société. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Et Kouka, est-ce que tu voudrais rebondir aussi sur cette question, ton regard par rapport à toute cette actualité? Par rapport à l'actualité, effectivement, on voit que dans tous les coins du monde, mais ça fait un moment maintenant, ça fait un moment, c'est en train de craqueler de partout, en fait. C'est-à-dire que les inégalités sont de plus en plus flagrantes. Le mépris et puis le mépris tout simplement d'une espèce de classe supérieure, j'ai envie de dire, est de plus en plus flagrante. Et qu'aujourd'hui, grâce effectivement, grâce au téléphone portable, pour le coup, voilà, les petits débordements, les choses choquantes ne peuvent plus passer inaperçues parce qu'elles sont filmées, elles sont partagées. De plus en plus de gens qui souffrent en silence et qui pensaient jusqu'alors que c'était eux les problèmes parce qu'ils étaient isolés dans leur bulle. Parce que quand tu es face à une société qui te dit que l'homme blanc a construit le monde, a découvert l'Afrique, sauve la femme, etc., etc., quand tu n'es pas un homme blanc, forcément, tu te poses des questions. Donc, grâce à tout ce qui se passe, effectivement, les mouvements agissent. Moi, j'ai été hyper impressionné par toute la vague MeToo, justement, où les femmes se sont exprimées, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, pour un homme, ça remet un tas de choses en question. Et je trouve ça très bien. Donc, voilà, on assiste vraiment à un véritable changement. On s'aperçoit que les villes, les grandes villes qui sont vraiment le foyer du capitalisme deviennent de plus en plus invivables. Les gens se révoltent parce qu'ils vivent, ils payent des loyers exorbitants et puis ils sont payés des cacahuètes. On se rend compte que consommer, la consommation, c'est plus une priorité. On a besoin de temps, en fait, de temps pour passer du temps avec ceux qu'on aime, avec ses enfants. On s'aperçoit que préserver la nature, c'est important, voire vital, qu'on doit apprendre à survivre, et que c'est le seul et unique moyen de résistance en fait face à une société capitaliste de plus en plus cannibale en fait, qui se sert de l'homme comme outil de production et qui nous voilà, qui nous donne ce seul et unique rôle en fait. Et si on ne rentre pas dans ces cases, limite, on est mieux en prison. Donc voilà, on s'aperçoit vraiment de ce changement. Je pense que de plus en plus de personnes s'en rendent compte et je trouve que c'est une très très bonne chose. D'accord. Merci beaucoup, Kouka. Evans, est-ce que tu es là? Oui. En fait, j'ai lu un truc qui est passé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et si je ne me trompe pas, c'était l'acteur Will Smith qui a dit que, en tout cas pour ce qui avait affaire avec les États-Unis, en ce moment, la violence policière a toujours existé, c'est juste qu'aujourd'hui, elle est plus filmée.
elle est plus photographiée et elle est plus partagée sur les réseaux sociaux. Et en fait, pendant le confinement, alors j'avoue, je ne suis pas le mec qui lit énormément de livres, mais c'était l'occasion où j'ai pu en fait reprendre certains livres que ça faisait un moment que je voulais lire et que du coup j'avais le temps pour le lire. En tout cas, les premières semaines, j'avais vraiment avant de pouvoir remettre les choses dans la tête par rapport à comme Kouka a dit, toutes ces informations qui arrivaient. Et en fait, à un moment, moi, je bloque, je dis, bon, ben, alors je constate, mais je ne vais pas suivre toute la journée, toutes les heures, combien de personnes, enfin, c'était infernal. Et donc, je me suis mis à lire. Et du coup, j'ai repris un livre d'un littéraire kényan, un livre qui a été écrit dans les années 60. Et dans ce livre-là, il parle vraiment de la condition humaine qui se passait dans les années, en fait, autour des années 20, 30 au Kenya, à la campagne. Et en fait, j'ai l'impression de lire l'histoire de ce qui aurait pu se passer avec mes grands-parents, etc. Donc, ces périodes de colonisation, ils avaient des terres, et en fait, au fur et à mesure, des terres sont reprises. Ça, c'est au début du siècle, etc. Et en fait, l'injustice Occident-Afrique, cette machine est mise en place. Et il parle de toute première manifestation qui est menée par une femme en 1911, je crois. Et en fait, j'étais en train de terminer une œuvre. Est-ce que je l'avais déjà terminée? Je ne me rappelle plus. Mais en fait, il y a une première manifestation qui se fait à Nairobi. Et c'est mené par une femme, en fait. Une femme qui, leur chef vient d'être arrêté parce qu'il demandait à ce qu'il y ait une augmentation salariale des personnes qui travaillaient dans les champs des colons. Alors, c'est en question de centimes, de shilling kenyan. Il demandait genre 60 centimes. Alors, 60 centimes, c'est moins enfin, c'est 6 centimes d'euros, je pense. Et même pour l'époque, j'imagine, c'est encore moins. Enfin, c'est comme si tu donnais à quelqu'un un verre d'eau, quoi. Et demander une petite augmentation. Et les hommes, ils étaient partis pour négocier pour négocier à ce que leur chef, Haile Selassie, soit libéré. Et il revient, ils disent, bah, écoutez, en fait, ils nous ont dit ça va, il est en prison, mais il est bien traité, etc. On revient la semaine prochaine et on voit la situation. Et là, en fait, il y a une dame qui pète un câble et elle dit, non, c'est pas possible. C'est vous les hommes. C'est vous qui deviez être forts. Si vous ne pouvez pas nous représenter, donnez-nous vos pantalons et nous, on va devenir les hommes. Et en fait, elle fait un geste assez fort, traditionnel au Kenya, où en fait, tu es une femme d'un certain âge et si tu montres tes parties intimes, en fait, c'est une insulte à celui qui va regarder. C'est une insulte. Donc, en fait, elle fait ce geste vers la police et elle se jette vers les policiers. Les policiers africains, en fait, eux, ils sont là, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas tirer. Je viens de voir la nudité d'une femme, c'est comme si je viens de voir la nudité de ma femme. Et c'est un geste très, très fort, mais qui est représenté jusqu'à aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose d'assez fort. Et finalement, elle est tuée, hein, cette dame. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Tout le monde est en train de tirer. Il y avait, donc c'est en plein centre-ville de Nairobi, il y a un hôtel, Norfolk Hotel, où c'est un des plus anciens restaurants blancs. Et de leur terrasse, ils tirent sur les Noirs qui sont en train de... Donc, l'installation vraiment de cette injustice, elle est déjà là à l'époque. Et ça continue. C'est une histoire, en fait,
qui est menée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est juste en train de... Là, c'était un livre que je lis. Ça a été écrit dans les années 60. Je le lis en 2020, assis chez moi. Et je suis en train de relire. Enfin, et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, ce n'est pas un problème. Enfin, pour moi, je me pose des questions. Certes, la base pour moi, c'est la capitalisme. L'injustice est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas le droit d'en avoir. Et ceux qui en ont font en sorte que ceux qui n'ont pas accès mais pour une bonne partie de la population, même la base de pouvoir manger, de pouvoir vivre dignement. Enfin, il y a cette injustice est là. Mais finalement, en fait, ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas une chose unique aux États-Unis, parce que c'est la même chose qu'on va de vivre et qu'on constate ici en France. C'est la même chose que je constate au Kenya. Et en fait, aujourd'hui et depuis hier, je me pose vraiment la question, est-ce que pour ce qui a à voir avec ces émeutes qui ont commencé la semaine dernière aux États-Unis, il faut qu'on se pose la question, est-ce que notre façon de former la police, est-ce qu'aujourd'hui elle est adaptée à nos besoins? Est-ce que la police est au courant de son... Est-ce qu'il sait ce qu'il est censé faire? Il sert à quoi, en fait, finalement? Et je pense qu'il faudrait qu'on revienne déjà sur ces bases-là. On a besoin de la police, mais pourquoi? Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, on va former la police pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Mais la façon dont c'est en train de tourner aujourd'hui, moi qui habite dans un quartier, j'habite entre Montmartre et la Goutte d'Or, quand je marche vers mon atelier qui est dans le 9e arrondissement, pas loin de l'Opéra, quand il y a une voiture de flic qui passe, il n'est pas conduit, les sirènes ne sont pas aussi fortes que quand je passe à la Goutte d'Or pour aller chercher mon JEP, il y a les flics qui passent et ça freine et ça accélère, c'est sens interdit, les sirènes sont à fond, c'est le chaos, c'est le bordel. Et je me dis, mais déjà, en fait, la façon dont les policiers vont se comporter dans un quartier n'est pas pareil que dans notre quartier. Et donc, déjà, il y a un problème de la façon dont les uns vont regarder les autres et les autres vont juste réagir. Juste pour venir répondre à ta question, si l'art et la culture et l'histoire peuvent être une ressource face à la violence de cette époque, mais l'art a toujours été et l'histoire a toujours parlé de ces choses-là. Les expositions, les uns derrière les autres, on va voir des artistes, un artiste comme Gastino Massamba qui est du Congo va vraiment aller loin dans cette chose-là. Quand tu vois les œuvres, parfois je me dis, oula, mais c'est vraiment fort. Et ça part de cette violence depuis qu'il est petit. Il a quel âge? Il doit avoir 44 ans, mais c'est le vécu de son enfance. On en parle, l'art, on en parle tous les jours. Le confinement m'a permis aussi de voir des documentaires sur Arte, il y a un documentaire de Basquiat qui passe et on est en train de parler de la même chose. Il est à Brooklyn, il est en train de parler de cette violence-là. On en a toujours parlé. Et donc, un moment, en fait, aujourd'hui, c'est juste que on va continuer à en parler. On ne peut pas rajouter la violence toujours envers la violence, mais je pense que même l'art peut à la fois parler du mal, de ce qui se passe, mais l'art aussi peut être utilisé pour penser et pour nous aider à mieux appréhender l'autre, et à mieux apprendre à voir l'autre, mieux connaître l'autre, essayer en tout cas de mieux connaître l'autre, rencontrer les autres et ne pas rester dans nos ghettos, chacun ceci, chacun cela, parce que je pense qu'on a vraiment aujourd'hui, on a besoin
de faire un travail supplémentaire, chacun, je reviens encore, supplémentaire de construire nos relations. Pas par la violence, en fait, parce que ça, on a déjà fait. On est tout le temps en train de se faire du mal. Je ne veux pas dire bonjour à telle personne parce qu'on est, je veux créer des histoires, etc. Mais peut-être on peut aussi, il y a des manifestations, il y a des, parce qu'il faut s'exprimer. Moi, je suis pour qu'on puisse s'exprimer. Je suis pour ce qui se passe aux États-Unis actuellement parce qu'il faut gueuler, mais en même temps, il faut qu'on puisse, une fois qu'on a la colère, elle est maîtrisée. Il faut qu'on puisse, dans le quotidien, pouvoir reconstruire des relations, mais pas juste reconstruire avec des mots, avec on va augmenter de 60 centimes de salaire. Non, il faut des vrais, un vrai changement de comportement envers l'autre. Pardon, excusez-moi. Je me suis peut-être Mais juste pour rebondir, Evans, quand tu parlais du livre, tu peux nous dire quel livre tu lis? Alors, le titre ou pas du tout? C'est le livre de... Alors, l'écrivain, il s'appelle Ngugi wa Thiong'o et... Ngugi wa Thiong'o, attendez, je vais le chercher, je vais te le dire. D'accord, dans quelques temps, entendu. Mais pour aussi rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un miroir entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest parce que les femmes aussi manifestent de cette manière-là et c'est à partir du moment où les femmes se déshabillent pour manifester, c'est qu'elles sont très en colère et c'est comme si elles maudissent en fait les personnes qui vont les voir. Donc c'est intéressant et je voulais aussi rebondir sur ce fait que comment vous puisez en fait, que ce soit dans la spiritualité ou encore dans l'histoire propre au continent africain, propre à ses significations, comment vous allez puiser à travers tous ces attributs pour justement les utiliser dans votre travail. Peut-être, Kouka, si tu peux répondre à cette question, comment tu as commencé avec ta série sur les guerriers bantous? Alors en fait, moi, mon travail, il consiste à créer des ponts entre les différentes cultures. Voilà, moi, je suis métisse. C'est Césaire qui disait ça, le métis, c'est un éternel déraciné. On dit toujours, il est ni blanc, ni noir, etc. Enfin, ça a toujours un aspect assez péjoratif. Donc, en grandissant, j'ai appris à prendre le côté positif en fait du métissage. Et aujourd'hui, dans mon travail, c'est vraiment ça. C'est vraiment de créer des ponts entre des cultures qui ne se parlent pas, qui ne se côtoient pas. Et c'est ce que Evans disait. Je pense que c'est vraiment le gros problème de notre époque. C'est qu'à l'heure de la mondialisation, à l'heure d'Internet, où on est tous interconnectés, en vérité, il faut vraiment que la politique change, que le regard des gens change. Et pour moi, c'est le boulot, c'est le travail de l'artiste, en fait, justement de changer le regard des gens. Donc voilà, moi, dans ce travail qui consiste à créer des ponts entre les cultures, pour moi, elle est là, ma spiritualité, en fait. Ma religion, c'est l'amour. Religion, rien que le mot religion, en fait, ça vient de religare en latin, qui veut dire relier. Donc, pour moi, moi, tout ça, je considère mon travail, que ce soit l'art, la religion, pour moi, c'est une seule et même chose, celle de relier les gens. Voilà. Quand on fait un vernissage, c'est pour un artiste, en tout cas pour ceux que je connais et que j'apprécie, c'est pas juste pour boire du champagne et manger des cacahuètes. Non, c'est pour créer un moment de convivialité autour d'un point de vue qui est celui de l'artiste et qui va justement par ses œuvres, par ses créations, par son point de vue, essayer de justement rassembler les gens ou en tout cas créer la discussion. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, l'artiste est le seul à faire ça finalement, et un des rares en tout cas à faire ça.
parce qu'on est encore une fois dans une société totalement compartimentée. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour répondre à ta question, par rapport aux guerriers bantous, donc les guerriers bantous, effectivement, c'est une série que j'ai commencée en 2008. Et l'idée, en fait, c'était de se réapproprier plutôt, en fait, toute l'imagerie coloniale. Voilà. Moi, encore une fois, en tant que métis, bon, faut savoir qu'à Brazza, il y a eu une guerre civile qui a duré 18 ans, ce qui fait que moi, j'ai été complètement coupé de ma famille pendant une vingtaine d'années, finalement. Et en essayant justement de garder le lien, encore une fois, c'est cette histoire de lien qui est important, de garder le lien avec mon histoire. Voilà, j'ai essayé d'apprendre par moi-même l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, sachant bien sûr qu'à l'école en France, on n'apprend pas ça, bien sûr, il n'y a pas un mot là-dessus. Donc j'ai essayé par moi-même d'aller chercher des pistes. Et là, je me suis rendu compte que, encore une fois, l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, je fais le lien parce que pour moi, c'est totalement la même chose, elle était, encore une fois, vue, écrite et documentée, encore une fois, par l'œil occidental. Et c'est-à-dire que les Européens ont pris des photos, ils ont appelé ça des photos ethnologiques pour classifier les populations. Voilà, ils en ont fait des jolies cartes postales pour envoyer en France, en Europe, pour dire regardez les indigènes, etc. Et en fait, voilà, toute cette imagerie en fait où le noir était représenté de face, de profil, bien sage, dans la neutralité ou bien dans un côté parfois effrayant. Et finalement, cette imagerie qui a bercé vraiment, qui a même complètement forgé l'image de l'Africain depuis des générations. Moi, j'ai décidé en fait de me la réapproprier. Donc, je repeins en fait tout simplement tous ces anonymes qui ont été, tous ces personnages, ces esclaves qui ont été photographiés depuis des siècles. Et je décontextualise en fait ces personnages, c'est-à-dire que j'enlève vraiment toute la partie d'où ils viennent, à quelle tribu ils appartiennent, parce que voilà, pour la petite histoire, on parle des Bantous. Les Bantous, c'est exactement ça. À la base, Bantou, en langue kikongo, c'est les êtres humains, donc l'humanité. Et l'explorateur européen, il est arrivé, il a vu les indigènes comme ça, il a fait « Mais qui vous êtes, vous ?» Le mec en face, il a dit « Moi, je suis un Bantou, on est des Bantous, on est des êtres humains. » Donc le mec, il a fait « Ah ouais, super !» Il a pris son petit carnet, il a mis « Voici la tribu des Bantous. » Donc encore une fois, le terme Bantou, c'est presque une création occidentale. Bref, donc voilà, j'ai voulu me réapproprier vraiment toute cette imagerie guerrière et venant encore une fois d'Europe et la remettre, en fait, la décontextualiser et la remettre complètement dans le tissu urbain, dans l'espace public, sans me mettre de barrière de frontières. C'est-à-dire que je peins ces personnages, au début, je les ai peints en Afrique principalement, mais finalement, au fil de mes voyages, j'en ai peint au Brésil, et puis j'en ai peint à New York, puis je suis allé en peindre jusqu'en Asie, en Russie, etc. Finalement, là où personne ne les attend. Mais pourquoi ? Parce que finalement, à travers ce geste, ça montre aussi l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des Noirs sur tout le continent américain, on trouve des Noirs aux quatre coins du monde, mais finalement, tous ces Noirs, ils viennent d'Afrique, ils viennent de quelque part. Donc, quelque part, je recrée une géographie en les installant comme ça dans l'espace public. Et je les confronte en fait au regard des gens, au regard du public. Et pour moi, c'est hyper important parce que justement, encore une fois, en France, où on a je ne sais pas combien de millions de Noirs, dans l'espace audiovisuel, encore une fois, dans les médias, à la télé, dans le cinéma,
ils sont quasiment inexistants. Voilà, on a Aïssa Maïga qui a mis les pieds dans le plat au Festival de Cannes pour dire des choses, mais des choses qui sont totalement factuelles en fait. Et voilà, moi, c'était ça l'idée avec mes guerriers bantous, c'était justement de donner une part de factualité, de choses qui ont existé, c'est-à-dire tous ces personnages anonymes, noirs, mis en esclavage, et de les mettre à la lumière du jour dans l'espace public pour dire ces personnes ont existé. Consciemment, je les ai appelés des guerriers bantous. Pourquoi guerrier? Parce que le guerrier, c'est contrairement aux soldats, contrairement aux mercenaires, c'est pas quelqu'un qui va tuer les gens juste parce que c'est son métier ou quoi que ce soit. Non, le guerrier, c'est justement quand on dit toi, tu es un guerrier, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est valeureux. C'est plus dans l'optique d'un gardien, d'un protecteur, celui qui protège sa famille, celui qui protège sa culture, celui qui protège ses valeurs. Donc voilà, je l'ai décontextualisé ce personnage pour le hisser au rang de guerrier et en faire une sorte d'icône symbolique de fierté, de dignité, de verticalité aussi, et en faire une sorte de phare dans nos villes, comme ça, dans nos villes grises, souvent aseptisées, en faire une sorte de phare, lueur d'espoir, et de valeurs profondes, en fait. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces explications qui mettent un peu plus la lumière sur ta démarche. Je vois qu'Hilary est là. Hilary, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux prendre la parole pour revenir sur ta démarche artistique et aussi sur comment tu as vécu donc ce confinement? Ouais, je vous attends là et excusez-moi, et c'est la connexion est tellement merdique, donc je ne sais pas comment l'expliquer parce qu'il fait partie de notre maladie ici à Kinshasa. Bien, voilà. Notre confinement, c'était un peu complexe, je dirais ça, parce que on a donné une date où on devrait justement être confiné, mais c'était reporté. Ainsi de suite, après un moment, on a juste dû confiner une partie de la ville. Et les gens s'est baladés comme d'habitude. Donc, du coup, on se rend compte que beaucoup de gens qui n'arrivent pas à croire que cette maladie existe réellement chez nous. Donc, il y a vraiment des incertitudes sur ces points-là. Et je me suis dit, voilà, notre gouvernement a échoué. Comment est-ce qu'il pouvait organiser, voilà, disons, comment dirais-je, ces confinements. Donc, du coup, nous, moi et ma famille, on s'est confinés nous-mêmes à la maison. Donc, j'étais d'ailleurs dans mon atelier face à mon travail. Et voilà, et je me posais des questions sur mon travail. Comment dire, je m'étais en train de m'étendre sur mes questionnements et comment est-ce que je me disais que la vie est importante et comment est-ce que justement je pourrais en même temps disons, me projeter par rapport à tout ce qui se passe tout autour de nous et comment est-ce que je pouvais aussi réinterroger encore mon propre travail parce que il y a un moment, mon travail m'a fait voyager dans pas mal de pays du monde et du coup, j'avais pas aussi le temps de me confronter avec mon propre travail et du coup, je pense que ces temps ici m'a permis vraiment de avec mon propre travail. Allô, on t'entend plus très bien. Allô, Vous Hilary? m'entendez là? Là, c'est bon, on t'entend, oui. Ah, la connexion avec Hilary, elle est assez problématique. Allô? Allô, allô, tu nous entends? Tu peux continuer à parler? Non, on l'a. Oui, tu peux Oui, continuer à là, parler? je vous attends là. Oui, On t'écoute.
Ouais, oui, oui, je me suis dit, le dernier message que j'ai dit, c'était quoi? Parce que c'est par là que je dois continuer, parce que Là, tu j'ai parlais l'impression que... mais continue, continue. Ben, je disais que voilà, et ces temps de confinement voilà, m'a permis justement de me confronter face à mon propre travail, de regarder mon travail, de regarder la vie, disons, de questionner encore la vie et de questionner encore mon environnement, voilà, ma ville et tout ce qui se passe tout autour de moi. Et voilà, je me disais que ces temps, il y avait eu un... Ouais, non, ça bug encore. bon Ça bug encore, moment non? où voilà, Allô? Oui, oui, là, c'est bon. C'est vrai que la connexion, elle bug énormément, ouais. Oui, oui. Donc, D'accord. Donc, du coup, je vais peut-être... Delphine, est-ce que tu es là? du coup, ces temps de confinement m'a permis vraiment de faire beaucoup. Voilà. D'accord. OK. Vous m'avez entendu? Allô? Non, est-ce que tu peux reprendre la dernière phrase? Juste la dernière phrase? Oui, oui, je disais que, oui, oui, je disais que ces temps de confinement m'a permis justement, vous allez m'excuser là, parce que ça déconne grave la connexion, mais je disais que ces temps de confinement m'a permis voilà, de me confronter avec mon travail, mon propre travail, voilà, de D'accord. regarder vraiment D'accord. aussi comment est-ce que les choses évoluent tout autour de moi. Entendu. Et par rapport, c'est la question que j'ai posée aux autres artistes, comment tu vois, de quel œil tu vois l'actualité? Donc, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport aux bavures policières, est-ce que tu peux nous dire un mot dessus? Ben, je dirais, j'ai toujours un regard critique sur l'actualité internationale, disons, dite internationale, parce que du coup, je me rends compte que, euh, voilà, l'actualité internationale a souvent favorisé un, un certain nombre de parties du monde. Donc, du coup, par exemple, en ce qui concerne une partie, disons, une partie qui se trouve, par exemple, à Beni, à l'est du pays, au Congo, où il y a des atrocités qui se passent au jour le jour. Donc, du coup, l'actualité dite internationale ne s'intéresse pas à cette partie. Donc, du coup, j'ai toujours, en même temps, aujourd'hui par, disons, aux États-Unis, moi, je me dis que voilà, je reste toujours critique par rapport à cette actualité. Comment est-ce que je le conçois mais ce qui est important, j'allais d'abord rebondir dans, en ce qui concerne mon travail. D'accord. Est-ce que Vous tu peux reprendre m'entendez la là? dernière phrase? Tu peux reprendre la dernière phrase, s'il te plaît? Et peut-être aussi rebondir sur ton projet voyage vers Mars. Oui, oui, je disais ceci, j'ai toujours un regard critique sur l'actualité parce que je pense que l'actualité dite internationale a toujours privilégié une partie du monde. Donc là, j'ai donné l'exemple de, euh, du région de mon pays, la République démocratique du Congo. Là, je parle justement de la région de Beni, où il y a des gens qui meurent chaque jour et voient passer dans le média et ça me dérange. Donc, du coup, je pense que l'actualité dite internationale privilégie un certain nombre de régions et voilà. Donc, là, je peux rebondir à mon projet. Bien sûr. Oui, là, on t'entend toujours. C'est très bien, oui. Oui, en fait, Voyage vers Mars, c'est un projet
qui m'a préoccupé vraiment quand j'ai passé une résidence à Madrid, où j'ai vécu la réalité justement de migrants, comment est-ce qu'ils survivent là-bas. Et du coup, leur situation, ça m'a vraiment appris le sens où je me suis dit si c'était moi, en fait. Donc, et du coup, il y a beaucoup de questions que je voulais vraiment aborder, mais je voulais aborder cette question plutôt cette question autrement, parce qu'il y a des artistes qui abordent les... Allô? Non, là, on t'entend plus. Tu nous entends? la migration. C'est pour illustrer ces côtés surréalistes de cette situation migratoire Allô? Allô? Oui, ça bug énormément. Est-ce que tu peux reprendre la dernière phrase et après on passera à Delphine le temps que tu puisses revoir un tout petit peu ta connexion. Mais est-ce que tu peux essayer la dernière phrase par rapport à Voyage vers Mars? Continue. Le voyage vers Mars, c'est... Oui, Voyage vers Mars, c'est pour illustrer ces côtés surréalistes de cette situation migratoire qui persiste et semblait sans fin. Et voir les gens quitter leur pays ou leur continent et pour aller dans un autre. D'accord. Donc, Hilary, on va revenir vers toi dans quelques instants parce que ça bug énormément. Delphine, est-ce que tu es là? Continent. Donc, du coup, et moi, je pense que... Voilà. Ouais. Oui, Delphine, je voulais revenir. Ouais. Hilary, s'il nous entend... Vous pouvez passer à... Hilary, c'est difficile de t'écouter là, ça passe pas. Ça passe pas du tout, oui. Info, là, c'est difficile là. J'ai vu ton travail online, hein, ça déchire ce que tu fais. Hein. Continue. J'ai checké le travail de tout le monde pendant que vous parliez là, parce que là on voit rien. Donc c'est important de voir le travail quand même, les amis. Donc si vous voulez partager, une fois que vous parlez. Ouais, je peux vous montrer. Je peux vous montrer le travail. Je peux vous montrer le travail là. Vas-y. Vas-y, Hilary, tant que ça marche. Ah ouais. Ok, je partage l'écran. On a désactivé les partages d'écran. Ah, d'accord. Ou soit ce que tu peux faire, tu peux mettre aussi le lien vers ton site dans la conversation. D'accord. Là, ça sera mieux d'ailleurs. D'accord, super. Super, et je te redonne la parole dans quelques instants. Reste en ligne. Donc Delphine, je voulais rebondir avec toi sur toute cette iconographie par rapport à la femme noire et comment tu pouvais puiser à travers ces différents attributs propres au continent africain pour élaborer une nouvelle narrative, justement. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, parce que Bien sûr. Je sais que alors, revenir... C'est compliqué pour moi en français, là. Vas-y, dis-moi. D'accord. Alors, revenir sur cette iconographie donc, par rapport à la femme noire, donc sur laquelle tu te bats, briser vraiment tout cet exotisme et toutes ces idées reçues. Et comment tu puises, à travers que ce soit la spiritualité ou encore l'histoire propre au continent africain, pour l'utiliser dans ton travail. Bah, je vais faire un scroll, comme ça, pendant que je parle, vous allez regarder, d'accord? Super, top. Là, vous allez comprendre. Donc, j'appuie sur Share, c'est ça? C'est ça, partager l'écran. Disable attending screen sharing. Oh. Ah. Qui c'est qui a disable? C'est toi qui l'as disable ou c'est le... Ah non, parce que moi aussi, je ne peux pas partager l'écran. Tu ne peux pas partager l'écran non plus? Non plus. On n'arrive pas à partager l'écran là. Attends, can we ask you to put the
share screen activation. I'm just texting right now. Oui, je l'ai envoyé aussi. It's disabled. Je mets it's disabled. Okay. Je peux commencer à parler. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est cette inspiration d'icônes, d'histoires basées sur des images que j'utilisais dans l'histoire. Aussi d'hommes ou de femmes blanches que j'ai fait. Je cherche des... Ok, c'est fixe. Donc, ok, je vais réessayer. Voilà, parfait. Let's go. Vous voyez? Oui, ça marche. Ça marche. Voilà, ça marche. Donc, là, l'idée, c'est, vous voyez, c'est une famille en France qui a été prise vers les années 1900. Et donc, on voit les membres, les parents qui tiennent le fond avec les enfants au milieu qui nous regardent. Et j'ai rajouté sur les violons des masques africains. Et tout le tour, c'est un encadrement de masques africains que j'ai trouvé dans un livre de Sotheby's qui vend de l'art et des masques africains. Il faut savoir que le commerce et le business de masques africains dans l'art dans le monde fait des millions de dollars. Ces masques coûtent une fortune. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de faire comprendre visuellement aux gens qu'est-ce que ça veut dire la colonisation, mais aussi mentale. Donc, dans mon travail, je fais pas que des photos que je crée, j'utilise aussi je découvre un nouveau langage, en fait. Et ce langage, il permet à la personne qui regarde, et aux noirs et aux blancs qui regardent, parce que je veux que ce soit adressé à tout le monde, de comprendre ce qui se passe dans l'évolution. En ce qui concerne la femme noire, je travaille aussi sur des traditions et mes études vont dans l'anthropologie d'indigènes dans le monde entier et le rapport avec la force féminine, le divin féminin, que ce soit en Inde, que ce soit dans la tradition ou la philosophie des Bantous et de tout ce qui a été animiste avant les religions. Donc, je les mets en place dans mes collages que j'étudie. Il y a aussi l'exotisme de la femme noire que je dissecte. Donc, dans ces collages-là, il y a toute une force et il y a toute une idée que je veux ramener en place sur des gens qui ignorent que cette image est toujours là pour la femme noire, c'est ce qu'elle représente. Je rentre dans l'idée de force, de divination, de mystique. Donc, j'étudie énormément de livres de spiritualité et ça passe par des chamans, mais par tous les continents. Ça veut dire que mes études englobent une vision de tous les continents. Et ces grands collages qui font une taille assez importante, peut-être du 2 mètres par 2 mètres, c'est une accumulation de notre conscience universelle avec au centre l'intention sur une femme noire qui est peinte en blanc et qui est connue, une technique qui est connue dans la pratique vaudou et d'autres pratiques aussi, où en fait on nettoie, on passe à autre chose, on se permet de passer à autre chose. Donc la femme, le corps de la femme noire pour moi est transformé dans un état de passage à un autre monde. Donc, il y a une mort de quelque chose, c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a une mort qui est présente, une mort physique qui est présente, mais il y a une mort d'une réalité. Et cette réalité, cette mort de cette réalité va passer par le changement que les Blancs, que l'Europe, que l'Occident, que l'esprit européen a sur le monde. Ça veut dire, ça demande aux Blancs aussi, on va dire, et je ne parle pas des gens qui sont juste au pouvoir, je parle de la population, les 200 millions de Blancs, ou les je ne sais pas combien de millions de Blancs en Europe, tous ces gens-là qui ont bénéficié de leurs privilèges, doivent se réveiller. Et mon travail, en fait, lie les deux. Ça veut dire que mon message, il est aussi pour les Blancs et aussi pour les Noirs. Et j'essaie vraiment que je voyage au Sénégal, que j'expose mon travail à New York, ou que je l'expose dans le monde entier. Je veux que tout le monde, que ce soit en Australie, au Japon, etc., je veux que tout le monde comprenne ce qui se passe dans le corps de la femme et dans la transformation de ce corps. Ça veut dire, allez-vous la respecter? Et le corps de la femme, en général, est un corps comme un temple
Et ce temple-là, la raison pour laquelle le monde est dans un état de catastrophes différentes, c'est bien parce que le corps de la femme a été totalement manqué de respect, et que ce corps qui est si petit et qui n'a pas de signification pour vous est dans la même l'idée de la création. Votre création artistique, la création, là, ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans le monde. Et donc, en fait, on arrive à une sorte de découverte de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qu'il y a à l'intérieur de la femme noire, qui n'est pas connue, qui n'est pas découverte, on ne sait pas qui elle est vraiment, vient à la surface dans mon travail. Et là, c'est plus le nouveau travail que j'ai fait, où c'est très cosmique. Et donc, cette élévation de conscience passe par la connexion de toutes les femmes noires ensemble et de leur acceptation de leur rôle dans l'histoire. Voilà. Dans mon travail, il lie par rapport à ça, et je bosse énormément avec des femmes noires, ça veut dire, et pour les fabriques de bijoux, et pour mes modèles, c'est pas des modèles, c'est des amis. Par exemple, cette idée de collage en fait, on va dire que c'est plus un travail d'anthropologie que je fais. Et j'ai une traduction visuelle de toute cette étude que je fais, anthropologique, scientifique, économique, sociale, et aussi de mes voyages de nature, où je vais malgré tout lier. Ça veut dire que les points de départ, c'est bien sûr le corps et le corps de la femme noire, mais tout ce qui l'entoure, donc ce qu'on voit dans cette image, c'est la vie, c'est la vraie vie, le temple, la nature, les sculptures, les eaux, tout ce qui a manqué de sens, je leur redonne un sens avec mon corps. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, tout a un sens de beauté et de profondeur, parce que je suis l'essence et la preuve que cette vie qu'on m'a donnée, elle est sacrée. Donc, dans le corps de la femme, je vais la remettre dans la bonne place dans l'histoire. La femme est sacrée, et la femme noire, elle est plus sacrée, pas parce qu'elle est au-dessus, c'est parce que ça a été la première à avoir créé la vie. Voilà. Donc, c'est comme si vraiment je donnais une clé d'histoire, etc., dans mon travail, et qu'elle continue à se transformer sans arrêt dans mon travail, avec les collages, avec ces femmes que je découvre, et avec ces idées que je prends de différentes religions. On ne va pas dire de religion, je les prends avant les traditions avant la religion, qui englobent une connaissance exceptionnelle de la valeur et de la beauté sacrée de la vie. Et c'est en ça que l'artiste est essentiel aujourd'hui. C'est parce qu'il peut donner cette vision, tu vois, qui part à l'intérieur, qui transcende ce que tu vas dire en me regardant. Oh, elle est exotique. Je ne suis pas ce que tu penses. Je suis la vie. D'accord. Mais rien que de dire je suis la vie, ça n'est même pas compris aujourd'hui. Et c'est pour ça que la femme noire, l'homme noir, et que l'homme qui a perdu sa vie, George Floyd ou Ahmaud, de tous ces gens-là, c'est des points de départ de douleur, pour que tu arrives enfin. C'est comme si je t'appuyais sur un point là, et c'est comme en acupuncture, je t'appuie sur un point, et j'arrive avec un point à te paralyser. Ok? Si tu arrives, voilà. Et donc c'est la même chose. Donc, ce que l'État font et ce que tous ces gens font, ils essaient de nous paralyser. Et la vie, elle veut être fluide, elle veut continuer. Elle n'est pas organisée comme eux ils le veulent. Elle est organique, elle est féminine, la vie. Donc une société patriarcale et toute cette énergie masculine. Et je dis même la femme blanche et même des femmes blondes, cette énergie masculine, elle a été imposée. Et elle a manqué à l'équilibre et la balance universelle de la planète, à rectifier cette balance avec l'énergie féminine qui va donner, qui va nourrir. Et la femme noire, elle est comme ça, enfin même de nature. Voilà. C'est pour ça que les femmes blanches qui
qui demandent des babysitters, elles vont embaucher des Africaines carrément pour s'occuper de leurs enfants. Donc, il y a une vraie, dans l'histoire même de l'art, on se demande où est la femme noire. Tout à fait. Donc, moi, mon combat, il est au moment donné où il y a une place dans l'histoire de l'art pour les Noirs. On va dire qu'il y a Andy Wiley et des artistes aujourd'hui qui sont arrivés depuis 10 ans et qui donnent leur nom, mais leur place dans l'histoire, on va dire qu'ils l'ont mérité parce que c'est la place de l'art dans un monde de blancs, tu vois, avec 20 artistes qui l'ont mérité. Et donc, moi, je me bats pour que l'énergie féminine, c'est cette énergie qui va vouloir donner à l'énergie de l'art africain, de l'art de la diaspora africaine, sa vraie valeur monétaire mondiale, avec une liste d'artistes exceptionnels au même niveau de la liste d'artistes exceptionnels. Je veux dire, blancs, ça veut dire on doit être des milliers. Comment ça se fait qu'en 10 ans, on n'en connaît que 30 ou 40? Ça va pas ou quoi? Tu vois, même dans cette box, ça veut dire qu'ils nous ont mis dans une box. Il y a une biennale où il y a des événements qui sont juste avec un curateur. Je veux dire, j'ai rien contre le curateur, mais je veux dire, il n'y en a qu'un. Donc, ces box-là qui sont minuscules ne nous permettent pas, en tant que Noirs, de nous entraider entre nous. Et c'est pour ça que je reviens à mon travail. Cette énergie féminine que j'utilise dans le corps de la femme, il a sa vraie valeur dans le changement du comportement psychologique dans le business de l'art et dans le message, dans la narration qui doit maintenant venir aussi dans l'art. Quelle histoire pour un monde meilleur? Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que Delphine, je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que tu fais aussi des collaborations. Et là, notamment, j'avais vu que tu avais collaboré en faveur d'une campagne pour une agence de mannequins. Comment tu composes ça par rapport à ton travail d'artiste, en fait? Ce côté, cette dimension un peu marketing, comment tu la composes avec ton travail d'artiste? Il faut savoir que j'ai dû créer un nouveau modèle. Et je donne conseil à tous les gens qui écoutent aujourd'hui parce que j'ai jamais été supportée. Hein, je suis pas une fille de riche, j'ai rien contre les riches, mais j'ai pas été une fille de riche. J'ai pas eu de support, j'ai pas eu de grant, j'ai pas eu de funding, j'ai pas eu d'artiste en résidence. Je suis pas quelqu'un qui attend. Et donc, quand je suis devenue photographe, j'ai voulu absolument tu vois, avoir des thunes qui rentrent pour pouvoir créer. Donc, je me suis dit, écoute, moi, mon background, j'étais graphiste. Et donc, je connais le milieu de la production très bien. J'ai fait des effets spéciaux. Je viens d'un background commercial. Et donc, je l'utilise aujourd'hui et toujours. Pour l'agence de modèles, il faut savoir que c'est toujours un message. Ça veut dire que dans tout le boulot commercial, c'est ces gens-là, des marques et tous ces gens-là qui devraient venir chercher les artistes au final. Tu vois, ils commencent à comprendre que ça doit venir des gens qui passent déjà un message. Ils ont besoin de nous. C'est toujours comme ça que j'ai pensé mon travail. C'est pas que j'ai pas besoin d'eux, mais je vais pas me réveiller le matin en disant j'ai besoin des autres. Donc, quand je me suis dit, tiens, je sais prendre des photos et je sais que ça va pouvoir me faire manger et payer ma production, tout le travail que tu vois, que je t'ai montré, c'est ma propre argent. Ça n'a jamais été funding. Quand je dis funding par une organisation qui va me faire « Oh, Delphine, elle est artiste black, noire. Bon, bah, je vais te donner un peu d'argent. » Ça ne m'est jamais arrivé. Et alors que pourtant, j'ai demandé. Donc, c'est très… j'ai 43 ans. Ça fait 12 ans que je fais ça. Donc, le modèle marche. Ça veut dire, en gros, l'argent commercial, la campagne que j'ai faite avec cette agence de modèles qui promotionne les femmes de couleur, ils ne se sont pas dit, oui, on va embaucher Delphine parce qu'elle a besoin d'argent. Ils se sont dit, il nous faut Delphine parce que c'est elle qui connaît la femme noire. D'accord. Donc, j'ai de la valeur. Quand je dis j'ai de la valeur ajoutée, chaque artiste, vous les artistes qui m'écoutez, vous avez une valeur commerciale énorme. Et c'est en ça que notre richesse, elle est là déjà. La société ne le voit pas. On va voir si leur rôle au jour d'aujourd'hui, c'est de changer leur comportement envers nous. Et changer leur comportement envers nous, c'est enfin de nous voir et de nous financer. On ne va pas dire que c'est les Blancs qui vont nous financer. Je n'ai pas dit ça. J'ai fait l'Afrique pour qu'elle soit
on va dire, ensemble. Donc, ça veut dire que les gens qui supportent pas et qui ne nous financent pas artistiquement, et ça nous arrive à beaucoup d'artistes noirs, c'est parce qu'on ne veut pas nous voir. C'est surtout que notre message, ils ne le comprennent pas. Donc, ça ne peut pas être diffusé. Je veux dire, le message de Kuka est exceptionnel. Le message de Evans est exceptionnel. Le message de Ila est exceptionnel. Moi, quand je vois ces messages, comme mon background, il est commercial, je sais exactement comment je pourrais l'utiliser. Si j'ai une agence de créatifs, je saurais comment payer Kuka $40 000, $50 000 pour faire un énorme mural. Je pourrais payer Evans pour faire une campagne pour une marque de lunettes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Je veux dire, on est riche. C'est ça. Voilà. Moi, ma discussion, elle se termine là. Comment la femme noire. Je te montre au jour d'aujourd'hui que cette énergie féminine, elle est là pour supporter les autres. Elle n'est pas là pour me supporter moi seulement. Et c'est dans ça que le monde va changer. C'est que si tu penses à toi et que si tu penses que tu n'as pas assez parce que tu es noir ou parce que ceci, parce que cela, c'est parce que les blancs veulent te faire penser comme ça. Mais si en toi, tu sais que tu es riche parce que tu es créatif et que tu as vu les conneries qu'ils font, moi, je veux voir le succès de Evans, je veux voir le succès de Kuka et je veux voir le succès d'Ila. Je veux les voir réussir, je veux leur voir faire des millions de dollars. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est en ça que je suis millionnaire et c'est en ça que toute l'énergie de mon travail de femme et la femme, quand je la mets dans l'histoire, c'est parce que la beauté de ça, c'est que l'art, il appartient à tout le monde. Et donc, on mérite déjà d'être millionnaire. Parce qu'on a fait le travail, parce que tous les jours, on est là. Et parce que aussi, par exemple, Hilary Balou, je viens de voir ton travail, j'adore. Le travail qu'il fait avec l'inspiration de tous ces héros et de toutes ces choses qui ont été imposées chez nous, hein, je veux dire Spider-Man, Superman, toutes ces images ont été imposées, on en fait partie sans le vouloir. Donc maintenant, il faut qu'on dissecte tout ça et qu'on crée un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il n'est pas encore là, mais il attend que ça, que pour nous, pour le voir. Donc c'est ça l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est qu'elle est comme ça et elle diffuse. Et quand elle diffuse, elle donne de l'amour. Et quand elle diffuse, elle guérit. Et quand elle diffuse, les gens deviennent, je veux dire, des bonnes personnes parce qu'ils ont compris les principes et les valeurs d'intégrité que la vie a mis en toi, pas juste dans la religion. Avant la religion, il y avait l'intégrité. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, Delphine. Je vais rebondir avec Evans parce qu'il nous reste combien de temps? Il nous reste environ un quart d'heure. Evans, est-ce que tu peux revenir pour vraiment sauter et rester cohérent avec ce que Delphine vient de dire? Est-ce que tu peux revenir sur ta collaboration avec la maison de joaillerie? Donc, cette collaboration, elle était en 2018, si je ne dis pas de bêtises, et tu as signé une collection donc, avec la maison Chaumet. En fait, moi, j'ai aussi un background dans le graphisme. Donc, j'ai bossé pour des boîtes de communication en tant que graphiste, DA. Donc, il y avait toute une question de communication. Et j'ai fait ça entre 2005 en plein temps jusqu'en 2000, on va dire. En fait, il y a un jour à la fin de l'année 2011 où j'en ai eu marre de travailler pour des commandes commerciales. Mais un travail que j'ai toujours eu parce qu'il y avait un fond, un travail artistique et un fond un travail de motif que j'ai créé pendant mes études de beaux-arts. C'était mon projet de diplôme, de travailler autour d'un langage universel inspiré donc des pictogrammes. Et donc en 2011, le 31 décembre 2011, je décide d'arrêter et en fait de voir ce travail de motif, ce travail de ce recherche en fait d'un langage universel, comment j'allais l'exploiter. Et en fait, je commence je reprends en fait vraiment à temps plein
un travail de recherche en atelier. Et en fait, finalement, arrive pardon, le travail artistique dont je suis, qui est exposé aujourd'hui. Et donc, j'avais décidé de ne plus travailler dans la publicité. Et en fait, c'était assez marrant parce que une fois que ma patte artistique a été découverte par plusieurs personnes, en fait, j'étais rappelée pour travailler dans le projet de communication parce que, comme Delphine vient de dire, en fait, la donnée a changé dans le sens où j'ai développé ma propre regard artistique, mon propre univers artistique, mon propre regard sur ce qui se passait autour de moi. Et en fait, des marques, on va dire, ont vu un message sur lequel ils pouvaient s'en approprier. Ils pouvaient s'en approprier mon message. Et donc, j'avais fait plein de choses. J'ai fait c'est comme ça que j'ai pu faire la collaboration avec Alain Gomis pour l'affiche de son film Félicité. J'ai fait une couverture pour un livre, mais c'était génial. Et enfin, un jour, j'ai une exposition dans une petite galerie et je reçois un coup de fil de la maison Chaumet qui venait de découvrir mon travail et justement, ça les a inspirés en fait en fait, c'est une maison qui a 240 ans, une maison française à la place Vendôme, avec son histoire très profond, français, mais c'était les rois français, Napoléon, etc., des collaborations avec des royaumes en Russie, les Japonais, au nord de l'Afrique, au Maroc. Mais ils n'avaient jamais, en fait, eu un regard, ils n'ont jamais porté un regard sur l'Afrique noire. Ils étaient en train de chercher comment ils allaient aborder ce sujet-là, parce qu'en fait, avec le nouveau directeur de cette maison, il y avait cette idée que l'art, en fait, l'art française, l'art occidental, s'est beaucoup inspiré de l'Afrique depuis toujours, depuis très longtemps. On connaît, on ne va pas recommencer, les Picasso, etc. À un moment, en fait, Matisse, à un moment, leur travail, en fait, prend une certaine ampleur suite à ce regard qu'ils vont avoir sur un ailleurs, qui leur parle et qui vont pouvoir utiliser dans leur propre expression. Donc, la Maison Chaumet, qui était déjà dans cette démarche-là, découvre mon travail, 2 tableaux dans une petite galerie perdue en plein France, en Provence, et ça leur parle par biais de ce regard de l'autre que je parlais tout à l'heure. Alors, je travaille avec le plexiglas, je travaille avec le verre, parce qu'en fait, il y a ce côté où je cherche à sublimer l'autre. Evans, est-ce que par hasard, tu as des images à nous montrer ou pas du tout? Alors, oui. Rapidement. C'est pas grave, si tu n'en as pas. Il nous reste une dizaine de minutes avant de conclure. Alors, en fait, ça, c'est... attendez, hop. Je ne sais pas si vous voyez ça. Non, vous ne voyez pas. Il faut que tu partages ton écran. Ouais. Alors, donc ça, c'est l'image dont je parlais tout à l'heure de la femme... en fait, l'œuvre que j'ai créée pour célébrer, en fait, la femme qui s'est opposée qui a vraiment mis en place la première manifestation au Kenya. Et donc, en fait, mon travail, le portrait que vous voyez est peint à la main sur une plaque de plexiglas. Et ce plexiglas, je le superpose sur des fonds de motifs que je crée
numériquement à l'ordinateur. Et en fait, c'est des pictogrammes que je récupère tous les jours, que je récupère lors de mes voyages. Là, en l'occurrence, vous voyez un pied avec une croix sur le fond. En fait, c'est un pictogramme qu'on a récupéré dans les rues au Caire, qui est normalement sur un bout de carton. Et en France ou ailleurs, d'ailleurs en Occident, ce serait une sommette de chaussures barrées pour dire à ne pas marcher sur le carton. Et donc, je fais une association de ces pictogrammes de quotidien qui ont un but de langage universel. Quand tu reçois ton paquet avec je sais pas moi, ton micro-ondes avec le pictogramme de ne pas marcher dessous, ça veut dire que ce qu'il y a dedans est fragile. En fait, c'est un langage qui est fait pour que, peu importe qui tu es, peu importe ta langue maternelle, tu puisses comprendre. En fait, c'est ce langage en fait, qui est fait pour que tout le monde puisse comprendre que j'utilise pour en faire le fond de mon travail. D'accord, pour faire des motifs, en fait. Le motif. Ça, c'est une œuvre que j'ai réalisée récemment. Le titre, c'est je ne veux pas être courageuse, je veux être libre. Mais qui est vraiment, enfin, qui résonne quand même assez avec les événements actuels, mais qui fait partie de mes réflexions depuis plusieurs mois. Et en fait, ça tombe super bien. En même temps, en fait, le titre m'est venu à moi parce que en ce moment et depuis, je crois que c'était à peu près au moment du confinement, à Paris a apparu toutes ces phrases qui sont partout. Je sais pas moi, il y avait cette phrase, je crois qu'elle était sur le mur en face de mon appartement. Et c'est ça exactement, c'est que en fait, il y a un artiste qui est en train de placarder les murs de Paris en ce moment avec des phrases d'encouragement, mais aussi ce que j'appelle protest art. C'est vraiment des phrases à la fois pour encourager, mais aussi pour nous aider à voir des choses différemment. Et donc, juste pour rebondir sur ta question avec la maison Chaumet, en fait, ce travail qui est sur une plaque de plexiglas, il y a la brillance et aussi cette idée de sublimer les gens. En fait, la marque de Maison Chaumet qui cherche aussi par brillance des diamants, des pierres précieuses, à sublimer la personne qui va porter ces bijoux. Et en fait, c'était ces éléments-là qui étaient l'utilisation de la couleur aussi, etc. C'était ces éléments-là qui sont le cœur de mon travail artistique, ils se sont projetés dans leur propre projet qu'ils étaient en train d'essayer de développer. Parce que finalement, ils auraient pu, en effet, travailler... la maison Chaumet, ils ont juste été téléphone à prendre et appeler n'importe quel grand artiste. Ils appellent Kehinde demain, il va faire un travail magnifique. Mais en fait, finalement, ce qui les intéressait, dans mon travail, c'était cette personne qui cherche finalement à mettre l'honneur sur ses contemporains, sur les gens sur ses amis, sur des personnes qui portent l'importance dessous. Parce qu'en fait, le premier rendez-vous que j'ai eu avec eux, ils m'ont demandé qui étaient ces personnes que je peignais. Et en effet, à un moment au début, j'ai cherché à mettre en avant beaucoup de stars. De personnalités, de stars, des personnalités. C'était aussi un moment où j'étais en train de chercher. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, moi, mes stars, c'est mes amis. C'est des gens que je suis avec tous les jours. C'est des gens qui me soutiennent. C'est ma famille. C'est des gens que je partage des moments avec. Et si jamais un jour mon travail devait rentrer dans le Louvre de 2385, j'aimerais que ce soit mes amis et pas
seulement les gens qui étaient connus, archi connus pendant mon époque. Parce que pour moi, personnellement, mes héros, mes personnes que je veux mettre en avant, les personnes les plus importantes, ce n'est pas les personnes que je vois à la je sais pas, télé, qui sont devant la scène. C'est des personnes qui m'accompagnent au quotidien, qui font que mes journées sont en fait finalement très agréables tous les jours. Et juste pour finir, cette œuvre que vous êtes en train de voir là, c'est une œuvre que j'avais créée pour l'année dernière, qui était montrée l'année dernière, qui s'appelle There Has to Be Another Way. Il peut y avoir une nouvelle façon. Et en fait, j'ai créé une œuvre qui pourrait se voir de plusieurs façons. On pouvait le retourner, en fait. On pouvait le voir tel que c'était. On pouvait l'accrocher comme on voulait. Je voulais une œuvre qui pouvait tourner, qui pouvait, en fait, tu pouvais le présenter. On a travaillé avec l'encadreur pour avoir cette possibilité-là. Mais pourquoi je l'ai fait? En fait, l'année dernière, j'étais encore sur ces questions-là, de dire, en fait, je pense qu'on peut changer la façon dont on vit ensemble. On peut changer la façon dont on se regarde. Et même, je veux que mon œuvre, on puisse le regarder comme on veut, on peut le retourner parce qu'il y a pas qu'une seule façon de voir des choses. Il n'y a pas qu'une seule façon d'appréhender l'autre. Il n'y a pas qu'une seule façon de voir le noir. Il n'y a pas qu'une seule façon de voir la femme. Il y a plusieurs façons qu'on peut voir l'autre. Et en fait, je peux finir juste avec... Ouais, on va devoir couper, Evans, parce que là, il nous reste que 3 minutes. Et du coup, est-ce que tu as un mot de la fin, par exemple, sur ta prochaine expo du mois de septembre? Et après, je vais passer la parole à Hilary et à Kuka et à Delphine pour conclure. D'accord. J'ai une exposition au mois de septembre, octobre-septembre. On n'a pas encore les dates fixes, mais ce sera une exposition à Lyon, à la Galerie Regard Sud, avec l'artiste Céline A, avec qui je partage mon atelier, avec qui je partage mon quotidien. Et le titre, c'est « Tu m'es indispensable ». Je vais finir par dire, en fait, c'est une exposition sur laquelle on veut parler que l'autre, nous êtes indispensable. D'accord. Vous m'êtes indispensables tous. Merci beaucoup, Evans. Kuka, est-ce que tu as un mot de la fin sur tes prochains projets? Il y a la publication qui est encore en cours, donc ton livre. Est-ce que tu as d'autres projets et aussi le mot de la fin? Alors, effectivement, en ce qui concerne les projets, bon, tout a été un peu à l'arrêt. Donc, on attend toujours de savoir ce qu'il en est pour la Biennale de Dakar, etc. En tout cas, j'ai plusieurs projets de murs, de murales et de fresques qui devraient arriver dans l'année. Voilà, je vous laisse vous connecter à mon site pour les découvrir en temps et en heure, puisque j'ai toujours pas de date précise. Voilà, j'ai sorti aussi un livre qui raconte en fait comment cette série sur les guerriers bantous m'a poursuivi pendant plus de 10 ans. Donc le livre est sorti en février là, donc bon, la promotion a été un peu ratée par rapport à ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai mis le livre en ligne gratuitement, donc on peut le consulter en ligne sur le site Issue, voilà, gratuitement, ou bien le commander via mon site internet. Et puis, ma galerie parisienne va réouvrir ses portes, je pense, incessamment sous peu. Donc, on risque de faire un événement pour l'occasion. Voilà. En ce qui concerne le mot de la fin, je voulais rebondir un petit peu rapidement sur ce qui a été dit. Voilà, je trouve que vraiment, ce qui a été dit par Delphine juste avant, c'était vraiment important en fait de dire qu'effectivement dans tous les milieux, que ce soit le milieu industriel, etc., on a besoin encore une fois des créateurs et on le voit par rapport à la manière dont les graphistes ont beaucoup de travail, on les presse comme des citrons, on presse un peu leur créativité. Et j'ai trouvé que l'histoire de Evans était assez touchante là-dessus parce qu'il suffit qu'il quitte son boulot de graphiste pour être rappelé encore à nouveau, donc pour dire à quel point la création est importante et même omniprésente dans notre vie. Voilà. Et en ce qui concerne, ben oui, bisous, mon chéri, bonne nuit.
pardon. En ce qui concerne… Au revoir, au revoir. Pardon. Non, voilà, tout ça, voilà, je voulais vraiment remercier ces 3 artistes qui sont là parmi nous, parce que voilà, c'est vraiment 3 artistes dont je connaissais le travail, que j'apprécie. Et, euh, et puis, je suis très content aussi de l'initiative créée par Adama. Voilà, je trouve ça hyper original et je pense que c'est hyper important. Ah oui, et ce que je voulais dire, comme disait Delphine tout à l'heure, c'est pareil en fait. Dans mon message, on a souvent l'impression que ça s'adresse aux Noirs et aux Africains, mais je crois que l'histoire des Noirs, comme l'histoire de l'esclavage, comme l'histoire de l'immigration, il faut arrêter de dire que c'est des problèmes de Noirs. Donc certes, effectivement, le blanc n'est pas conscient de ces problèmes puisqu'il ne les vit pas. Mais il faut savoir que le monde blanc, le monde occidental, encore une fois, s'est construit sur les richesses de l'Afrique. Il faut savoir que s'il y a des oppresseurs, il y a des oppressés. Et donc, notre travail, il concerne le monde entier. Encore une fois, je pense que les artistes africains, les artistes de la diaspora sont ceux vraiment qui, quelque part, parlent au plus grand monde, puisqu'ils parlent d'un problème qui est planétaire, qui est universel. Et voilà, tout ça pour dire que on ne s'adresse pas aux Noirs, ou on ne s'adresse pas à une partie, non, on s'adresse à l'universel, en fait, à tout le monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose que Delphine a dit et que je trouvais que c'était important de le rappeler. D'accord. Bah, merci beaucoup, Kouka. On va continuer de te suivre, donc suivre tes Merci à différentes vous. actualités. Merci. Et Delphine, est-ce que tu as un mot de la fin des prochains projets qui arrivent avant de passer la parole à Hilary? Ouais, je vais faire court parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, je dis ce que je veux dire. Non. J'avais 3 solo shows pendant la pandémie quand tout s'était annulé. Donc la plupart de mes finances là, ça a fait comme ça fait pas. Donc un solo show à Londres, un en Italie et un à Paris qui ont été annulés fin mars, avril et mai. Donc c'était difficile d'accepter les 3 en même temps, tu sais qui tombe. Là, j'ai la chance d'avoir un agent à Londres. Donc, une nouvelle manière de travailler avec l'artiste, c'est d'avoir des agents qui font pas le même travail qu'une galerie. Donc, pour les gens qui comprennent pas la différence, c'est que la galerie, elle va promotionner le travail juste avec les collecteurs, mais pas faire le travail de présenter à des marques ou ou trouver des opportunités qui avant étaient des opportunités que des créatifs avaient à travailler avec des institutions comme les graphistes, on en a parlé. Là, je pense que c'est possible d'aller directement chercher l'artiste et d'avoir des agents qui nous mettent en contact avec des institutions ou des marques. Donc là, c'est une nouvelle manière de travailler en tant qu'artiste qui est importante. C'est ce que j'essaie de développer depuis que je fais ça, mais surtout que moi, je pense que ça va être encore de plus en plus important en fait, parce qu'on peut proposer des idées nouvelles. Tout à fait. C'est pas juste, ne pense pas juste que tu peux faire ton travail et que tu le fais bien, que ça fait des années que tu le fais comme ça. La qualité que tu as, c'est que ton travail évolue. Et donc, tu peux même proposer des idées, surtout au jour d'aujourd'hui, à des gens qui ont un niveau de créativité qui est limité à leur environnement. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Donc là, je travaille sur ça et bien sûr, ces choses sont reportées à la fin de l'année, vers novembre, etc. Mais je suis complètement dans l'écriture. Et donc, en fait, je veux écrire une nouvelle manière de communiquer, un langage plus cosmique, plus… Tu vois, je veux dire, même en tant qu'artiste, c'est bien qu'on ait un langage où tu as des mots scientifiques qui peuvent venir, des mots économiques qui peuvent venir, etc. Donc, je suis en train de lier l'écriture à mes images aujourd'hui, en anglais, en espérant en français. J'ai regardé ton site, Kouka. Je suis très rapide. Bam, bam, bam. Je fais toujours un truc pendant que quelqu'un parle et je l'écoute en même temps. Donc, j'adore. Le site est top, très bien fait. Continuez comme ça. Le livre est top, je vais le commander, top. Le support passe aussi par la publication de livres.
Donc, il y a un autre truc que je voulais en parler. Hilary, Evans et Coca, il faut savoir qu'il n'y a pas de publication noire pour des artistes visuels. Et on n'a pas du tout assez de livres de notre travail qui est publié. Donc, je suis très contente. Moi, c'est important en fait que les livres soient publiés plus que les expositions. J'en ai fait énormément d'expos et je ne suis pas convaincue qu'il faut en faire autant que ça. Moi, je suis convaincue que les gens vont toujours te contacter pour des expos. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Mais le travail pour avoir cette legacy, pour penser au futur, il faut que le travail soit publié et il faut que tes œuvres soient prises en photo ou mises dans un book et archivées. Ils ne veulent pas faire ça avec les artistes noirs. Et pour trouver des livres en France d'artistes noirs, mis à part Seydou Keita et Malik Sidibé, je veux dire, même les gens comme nous, on doit connaître et on doit comprendre pourquoi on ne peut pas trouver de livres d'artistes noirs comme on veut. On va sur Amazon, etc. Les gens me disent, tu vas sur Amazon. Non, je te parle de gens qui font des livres pour les blancs comme Rizzoli, Taschen. Je te parle d'une industrie de publication et notre système où nos riches Africains, que ce soit du Kinshasa au Nigeria, au Sénégal, personne ne veut investir à publier le travail de l'art visuel de la diaspora africaine. Donc, je ne vais pas me plaindre parce qu'ils ne le font pas. Je me dis, c'est bizarre qu'en fait, il n'y a pas d'investissement qui est fait dedans. Donc, toutes ces questions que je me pose, je vais essayer de les résoudre, peut-être pas cette année, mais là, je suis en pleine investigation, plus que de faire du travail. Moi, je suis en investigation. Je suis nouvelle Sherlock Holmes, une guerrière. Je suis bon, il y a des choses qui doivent être créées et il faut trouver de nouvelles manières de les créer. On ne va pas attendre que ce système nous reprenne de la même manière. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Delphine, pour ce partage. Hilary, est-ce que tu es encore là pour le mot de la fin et pour conclure un peu la discussion? Vas-y, on t'écoute. Oui. C'était de la galère. Donc, je dis parcourir pas mal de coins pour chercher la connexion. Donc, du coup, j'ai essayé d'aller chez un ami. J'ai sorti de chez moi pour aller chez un ami pour chercher juste la connexion. Donc, j'ai trouvé que là, de chez moi, la connexion, c'était merdique. Donc, du coup, je pense qu'ici, c'est mieux, quoi. Donc, du coup, j'ai essayé de faire vite fait, de vous montrer pas mal des images et puis je passe vite fait pour conclure. Voilà. Donc, il nous reste 10 minutes, Hilary. Oui, je fais vite fait, s'il vous plaît. Ouais, ça. Vous les voyez là? Oui, on voit. Est-ce que tu peux juste agrandir l'image? Parce que là, on voit que les petites images. Ah, d'accord, c'est vrai? Oui. Faut que tu cliques en grand sur une image. Faut que tu cliques dessus, oui. Clique sur une image, Hilary, en grand. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Attendez, ouais, voilà. Voilà. Ouais. C'est bon? Ok, ça ne veut pas s'afficher, mais peut-être que tu peux continuer à parler en même temps de ton travail. Ben ouais, voilà. Et j'étais en train de parler de mon travail. En fait, je voulais vite fait passer le visuel et puis parler en même temps. Donc, du coup, mon travail consiste à faire une réappropriation et une contextualisation de l'objet qu'on appelle de chez moi Kisimangaka, qui est un objet très sacré du Congo, du Bas-Congo. Donc, et du coup, je me suis réapproprié cet objet pour parler justement de la mutation sismique qui a connu notre identité politique, économique et culturelle depuis, survenue justement depuis la colonisation. Donc, du coup, cet objet me permet de révéler cette mutation et de parler justement de ses conséquences du commerce mondial sur la RDC. Donc, du coup, par exemple, avec le projet que j'ai présenté à la Fondation Montresso,
qui est intitulé Voyage vers Mars. Et vous pouvez le voir sur mon Instagram et tout, le compte Insta. Et c'était justement pour illustrer ces côtés surréalistes de cette situation migratoire qui persiste et semble sans fin. Pour moi, voir les gens quitter un pays ou un continent pour aller dans un autre pays, c'est comme si quitter la Terre devenait invivable et pour aller dans un autre pays. Donc, du coup, cette fiction est devenue une réalité pour ceux-là qui subissent la guerre, la souffrance, la précarité économique. Et pour fuir la guerre et tout ça, ils sont obligés de quitter leur sol pour aller risquer leur vie à cette traversée. Donc, du coup, ces gens-là sont vraiment désespérés et ils sont obligés justement d'aller trouver un autre espace de vie. Donc, du coup, j'ai parlé justement de ces gens-là qui sont à Beni, à l'est du pays. Donc, du coup, ces gens-là subissent la guerre chaque jour parce que leurs terres sont pillées, ils sont massacrés chaque jour. Et du coup, je voulais vraiment interroger cette migration de cette partie du monde qui est l'actualité internationale ignore jusque-là parce que ça ne se passe pas dans le média. Et du coup, vous allez voir dans mes visuels, j'ai utilisé l'Inkisti comme un élément répétitif toujours dans mon travail, mais qui est cacheté, est cacheté dessus. Vous m'entendez là? Oui, oui, on est là, on t'entend très bien. Oui, qui est cacheté et en même temps, on a dessus la toile, on a une signature et ces signatures, c'est une récomposition de plusieurs signatures de multinationaux qui exploitent les ressources naturelles au Congo. Et par exemple, Bill Gates, le patron des Sony, donc Volkswagen et tous ces grandes sociétés-là qui exploitent les ressources naturelles au Congo illégalement, en complicité avec les gouvernements. Donc, j'ai pris leurs signatures, je les ai récomposées sur ma toile pour questionner la situation, justement, la condition de ces gens-là et comment est-ce que j'ai fait aussi une confrontation entre l'histoire et le présent. Les cachets représentent justement en résumé, comment dirais-je, représente en résumé tout ce qui s'est passé lors du traité de Berlin vers 1885. C'était justement pour faire confronter l'Inquisition. Hilary, oui. Hilary, ça va couper, mais est-ce que ça va couper vraiment dans 2 minutes, mais est-ce que tu peux rebondir sur tes prochains projets qui vont arriver pour la suite? Ben voilà, et mes prochains projets que je voulais déjà l'annoncer officiellement, c'est Galerie Mania qui me présente en ce moment. Et du coup, j'en profite pour l'occasion pour les dire officiellement. Et du coup, c'est prévu qu'il me présente à FIAC à 1 minute 54 de Londres. Donc, si le frontière s'ouvre, justement. Donc, du coup, ce sont mes prochains projets que j'entends faire. D'accord. Mais en attendant, merci. Je fais du pièce. D'accord. Bah, merci beaucoup, Hilary. Vraiment, je suis navrée pour les soucis techniques, mais je pense que Adama va faire le travail pour repartager ton travail. Je voulais remercier tous les participants et remercier tous les artistes qui étaient présents. Merci beaucoup d'avoir suivi le talk et j'espère que vous avez vraiment apprécié. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.